Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Comme chaque semaine, je suis heureux de vous retrouver pour Panorama Info. Izmir est la 3e agglomération de Turquie et son 2e port, après Istanbul. Cette grande ville de plus de 3 millions d'habitants est située au bord de la mer Égée, au fond du golfe du même nom, le golfe d'Izmir. Cette cité, dont le véritable nom est Smyrne, a une très longue histoire. Elle fut fondée 3000 ans avant le Christ et changea souvent de maître. Depuis quelques jours, de gigantesques festivités s'y déroulent. Elles sont organisées par la municipalité, avec le soutien, bien sûr, des autorités turques. Elles ont rassemblé dans la liesse collective des centaines de millions de Turcs, la propagande parle d'1 million de personnes, pour de grands spectacles en plein air, de jour comme de nuit, des reconstitutions grandiloquentes, pseudo-historiques, des défilés militaires et aériens, et tout cela, bien sûr, exalte la fièvre patriotique et la fibre nationaliste. Mais quelle est donc la raison pour de telles célébrations? Il s'agit de fêter le centenaire de ce que la propagande officielle turque ose appeler la libération d'Izmir. La réalité historique est bien plus sinistre et elle ne mérite certainement pas que l'on organise d'aussi indécentes célébrations. Mais le pouvoir turc, depuis 1915, nous a malheureusement habitués aux pires falsifications historiques. Les festivités d'Izmir ne sont que la dernière en date et elles s'inscrivent dans la même logique négationniste. Il s'agit en effet de réécrire l'histoire afin d'occulter complètement les génocides sur lesquels est bâtie la Turquie moderne. Aujourd'hui, je souhaiterais que l'on se souvienne des tragiques événements intervenus voici tout juste un siècle et qui constituent, à n'en pas douter, un génocide occulté, oublié par certains et effacé de l'histoire officielle de l'État turc. Du 9 au 13 septembre 1922, ce sont de terribles massacres qui se sont déroulés à Smyrne, qui était alors la 2e plus grande ville de l'Empire ottoman. Tout d'abord, il convient bien sûr de rappeler que l'hellénisme a façonné l'Asie mineure, et ce durant 2700 ans. Depuis la plus haute antiquité jusqu'aux horreurs du XXe siècle, des dizaines et des dizaines de générations de Grecs y ont vécu. Sous l'Empire ottoman, Smyrne était davantage grec que turc. Il s'agissait d'une métropole cosmopolite où la population chrétienne était largement majoritaire. La grande catastrophe de septembre 1922, ainsi que l'appellent les Grecs, trouve son origine dans l'indépendance inachevée de la Grèce, obtenue en 1830 au terme d'une guerre de libération qui dura près de 10 années à partir de 1821. Cette indépendance, arrachée au maître ottoman, fut garantie par 3 États protecteurs, le Royaume-Uni, la Russie et la France. Mais le premier État grec indépendant de l'ère moderne enfermait la Grèce dans des frontières non viables. Ces frontières laissaient davantage de Grecs sujets du sultan que de Grecs sujets des rois bavarois, puis germano-danois, imposés à la Grèce par les 3 grandes puissances. Dès lors,
toutes les énergies du pays furent dirigées vers la réunion de tous les Grecs à la mère patrie, par l'insurrection ou par la conquête. Les guerres balkaniques de 1912-1913 permirent à la Grèce d'étendre son territoire en y intégrant Crète, l'Épire et la Macédoine égéenne. Pour les dirigeants grecs de l'époque, le déclenchement de la Première Guerre mondiale sembla être une opportunité à saisir. En effet, l'Empire ottoman s'était engagé dans le conflit aux côtés des empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. C'est pourquoi le Premier ministre grec Elefthérios Venizelos engagea son pays aux côtés des franco-anglo-russes, après avoir eu négocié au préalable la promesse du rattachement de Chypre que les Anglais semblaient disposés à céder, ainsi que de Smyrne et d'une partie de l'Asie mineure, grecque depuis la plus haute antiquité, tout en rêvant de la Thrace occidentale, échue à la Bulgarie en 1912-1913, où les Grecs n'étaient pas majoritaires, et de la Thrace orientale, où ils l'étaient, jusqu'au faubourg de Constantinople. Mais l'ancienne Byzance avait été promise à la Russie. La révolution bolchevique et la paix séparée entre la Russie et l'Allemagne allaient remettre en question cette promesse et donner de nouveaux espoirs aux Grecs. Quant à Smyrne, cette cité avait été conquise à 3 reprises par les Ottomans. Une première fois en 1081. Elle tomba alors aux mains des Turcs seldjoukides, qui la conservèrent jusqu'en 1097, avant d'en être chassés par les croisés. En 1320, elle fut conquise une deuxième fois par les Turcs de Mehmet Bey, émir d'Aydin. Son fils Umur Bey perdit la citadelle du port au profit des hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem le 28 octobre 1334. Jusqu'en 1402, les croisés et les Turcs gardèrent leurs positions respectives, les croisés dans la citadelle du port et les Turcs dans la citadelle de velours, jusqu'à ce que Tamerlan et ses hordes mongoles soient victorieux des deux et détruisent la citadelle du port en décembre 1402. En 1426, Smyrne fut conquise pour la 3e et dernière fois par les Turcs ottomans. L'importance économique et culturelle de Smyrne s'accrut progressivement durant les 500 ans durant lesquels elle fit partie de l'Empire ottoman, dont elle fut l'une des cités les plus riches et toujours aussi multiculturelle et multireligieuse. La ville fut l'une des plus importantes échelles du Levant. Ce mot vient du génois scala, signifiant escale. Dans ces échelles, des Occidentaux catholiques, notamment italiens et français, s'installèrent, protégés par les capitulations. On les y appelait les Francs ou les Levantins, et leur prestige était tel que par conversion ou mariage, des familles grecques ou arméniennes s'y intégrèrent, à l'exemple de la famille Balladur. Au point qu'au XIXe siècle, Smyrne était appelé un petit Paris et que le port de Smyrne était réputé pour son caractère cosmopolite. La victoire des Alliés en 1918 suscita en Grèce beaucoup d'espoir quant à un éventuel rattachement de Smyrne et de sa région à la mère patrie hellène. Smyrne fut d'ailleurs occupée par l'armée grecque dès le 15 mai 1919. Ce rattachement fut même confirmé par le traité de Sèvres. Ce traité, conclu le 10 août 1920, confirmait l'armistice de Moudros du 30 octobre 1918, qui avait mis fin aux hostilités entre les Alliés et l'Empire ottoman. Le traité de Sèvres fut signé par le sultan Mehmet VI. Par ce traité,
l'Empire ottoman renonçait officiellement et définitivement à ses provinces arabes et africaines. Le traité prévoyait également d'imposer à l'Empire de sévères reculs territoriaux au sein même de l'Anatolie. À l'ouest, la Thrace orientale, sauf Constantinople et ses abords, était cédée à la Grèce. À l'est, l'indépendance d'une grande Arménie était reconnue et une province autonome kurde créée. Les deux détroits reliant la mer Noire à la mer Égée étaient par ailleurs démilitarisés. Mais l'Empire ottoman était alors tiraillé entre deux gouvernements concurrents, celui du sultan à Constantinople et celui de Mustafa Kemal à Ankara, où cet officier avait pris la tête d'un gouvernement émanant d'une grande assemblée nationale créée le 23 avril 1920. Mustafa Kemal refusa de reconnaître la validité du traité de Sèvres, et il ne fut donc jamais ratifié par l'ensemble de ses signataires. Il eut même pour effet de provoquer en Turquie un sursaut nationaliste autour de Mustafa Kemal et d'aboutir à la chute de l'Empire ottoman et à la proclamation de la République turque. Mustafa Kemal parvint à reconquérir les territoires perdus en menant une guerre victorieuse contre la Grèce. Cela lui permit de réclamer la négociation d'un second traité plus favorable à la Turquie, la situation sur le terrain ayant rendu le traité de Sèvres caduc. Ce devait être le traité de Lausanne, qui fut signé le 24 juillet 1923. Ce traité devait être le dernier traité résultant de la Première Guerre mondiale. Mustafa Kemal entendait bien bâtir, sur les ruines de l'Empire ottoman, un nouvel État homogène ethniquement et religieusement. Le traité reconnaissait en premier lieu la légitimité du régime d'Atatürk, installé à Ankara. En échange, les Alliés obtinrent la reconnaissance par la République turque des pertes territoriales subies par l'Empire ottoman à Chypre en 1878, dans le Dodécanèse en 1911 et en Syrie, Palestine, Jordanie, Irak et Arabie en 1918. Il renonçait à demander l'indépendance, voire simplement l'autonomie du Kurdistan et de l'Arménie, pourtant prévue par le traité de Sèvres. La République turque assurait ainsi et faisait reconnaître sa souveraineté sur l'ensemble de l'Anatolie, occidentale et orientale, ainsi que sur la Thrace orientale, sur la rive européenne du Bosphore et des Dardanelles. En outre, le traité rendait obligatoire des transferts de population entre la Grèce et la Turquie. En d'autres termes, il achevait sur le papier le travail de nettoyage ethnique entrepris par les jeunes Turcs durant le premier conflit mondial avec les génocides des Arméniens et des Grecs pontiques, en rendant irréversibles les conséquences de ces génocides. Selon l'historiographie turque, le traité devait permettre la, je cite, stabilisation de l'homogénéité ethno-religieuse, fin de citation, de la Turquie. Tant les Arméniens que les Kurdes subissent encore aujourd'hui les conséquences dramatiques de ce traité. Les échanges forcés de population entre Grèce et Turquie avaient débuté, baïonnette dans le dos, bien avant la signature du traité de Lausanne. Au total, ce sont 1 600 000 Grecs ottomans qui furent échangés contre 385 000 musulmans de Grèce. Je rappelle que Mustafa Kemal Atatürk est natif de Salonique, dans la Grèce actuelle. Les troupes de Mustafa Kemal entrèrent à Smyrne le 9 septembre 1922, jour du rembarquement des soldats grecs, bien avant la signature du traité de Lausanne. Ce jour-là, les Grecs et les Arméniens qui avaient fui devant l'avancée turque ou qui habitaient la deuxième plus grande ville de l'Empire ottoman se terraient chez eux ou campaient sur les quais, dans les églises et les entrepôts.
Certains espéraient pouvoir reprendre la vie d'avant, une fois passée la tempête. D'autres attendaient qu'on vienne les sauver, ou au moins qu'on les protège. 21 navires marchands ou cuirassés occidentaux étaient ancrés dans la rade de Smyrne. De maigres troupes avaient bien été débarquées, mais elles n'avaient pour instruction que de protéger leurs ressortissants, les consulats et les établissements qui en dépendaient. L'arme au pied, les soldats français assistèrent au martyre de Monseigneur Chrysostomos, le métropolite de Smyrne. Il avait refusé de s'embarquer avec les derniers officiels grecs. Arrêté par les autorités kémalistes, il fut livré à la foule turque. Dépouillé de ses vêtements, il fut promené sur un âne, battu, on lui creva les yeux, on lui coupa les oreilles, avant de jeter son corps démembré aux chiens. Puis, le 13 septembre, le quartier arménien s'embrasa. Les kémalistes accusèrent leurs victimes de l'incendie. C'est une habitude qu'on retrouvera à plusieurs reprises de la part des Turcs ou des Azéris de toujours accuser leurs victimes des crimes qu'ils commettent. Mais outre qu'on ne voit pas la motivation d'un tel acte, les témoignages abondent, y compris ceux des Européens, sur le fait que ce sont les nouveaux maîtres de Smyrne l'infidèle, tels qu'ils l'appelaient, les militaires kémalistes et des civils turcs mêlés qui ont allumé de nombreux foyers après avoir apporté sur place des bidons de pétrole. Mais l'incendie ne suffisait pas. Il fut en fait le signal de pillage systématique, y compris du quartier européen qui lui aussi a en partie brûlé, de viols de masse et de massacres qui durèrent toute une semaine. Les Grecs et les Arméniens réfugiés dans des églises furent empêchés d'en sortir alors qu'elles étaient incendiées par les kémalistes armés qui montaient la garde. Quant à ceux qui, titulaires de passeports occidentaux, étaient en principe protégés par leur consulat, ils n'échappèrent ni aux tortures, souvent publiques et très inventives, ni à la mort. Car les élites, religieux, journalistes, avocats, comme lors du génocide arménien, étaient les premières ciblées. Quant à tous ceux qui avaient afflué vers les quais, en espérant que les navires occidentaux les sauveraient, leur attente fut vaine. On dit qu'un commandant de vaisseau ordonna qu'on fasse jouer un gramophone aussi fort que possible pour couvrir les cris de ces malheureux. D'autres témoins rapportèrent que des nageurs ayant réussi à s'agripper à une coque furent repoussés à coups de gaffe ou ébouillantés. On parla même de mains coupées. Éperdus de peur, certains se sont entassés sur des barges qui finirent par chavirer. D'autres se noyèrent en tentant d'atteindre un bateau. Le nombre des victimes de ces journées sanglantes dépassa, selon les estimations hautes, les 100 000. Il tourna sans doute autour de 50 000, loin des 2000 victimes de dérapage reconnues par les autorités kémalistes et par tous les gouvernements turcs depuis lors. Sur ces tragiques événements, le négationnisme turc fut et est encore aussi constant et officiel qu'à propos du génocide arménien. Quel que soit leur nombre exact, ces morts signifiaient que les Grecs et les Arméniens n'avaient plus de place dans la Turquie nouvelle de Mustafa Kemal Atatürk. Un homme courageux, le consul états-unien Horton, avait bien tenté d'organiser l'évacuation des chrétiens de Smyrne, mais ces tentatives furent désavouées par Washington. Cependant, en partie grâce à la dénonciation du consul Horton de l'indifférence internationale, la flotte grecque fut autorisée à revenir à Smyrne le 24 septembre. Elle évacua jusqu'au 1er octobre 180 000 réfugiés, prélude de l'échange de populations musulmanes et chrétiennes qui eut lieu entre la Turquie et la Grèce l'année suivante, conformément aux dispositions iniques du traité de Lausanne. Dans son ouvrage paru en 1926, The Blight of Asia,
Horton accusa l'armée turque d'avoir sciemment provoqué la destruction de Smyrne pour rendre impossible tout retour ou indemnisation des réfugiés expulsés. En d'autres termes, les kémalistes ont agi en 1922 de la même manière que les autorités du gouvernement jeune turc lors des massacres et des déportations des Arméniens en 1915. Durant les festivités au spectacle grandiloquent organisé à Izmir, comme on l'appelle officiellement en Turquie, ces derniers jours, des massacres perpétrés par les kémalistes 100 ans plus tôt, il n'en fut bien sûr pas question. Avant de vous faire écouter la chanson que j'ai choisie pour clore cette émission, je voudrais dire 2 mots, chers auditeurs, au sujet des derniers événements de la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Le dictateur héréditaire Aliyev de l'Azerbaïdjan profite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, alors que l'attention internationale est détournée, profite certainement aussi de la mort de la reine Elisabeth, pour attaquer à nouveau l'Arménie. Il profite aussi de sa position forte, puisque la dirigeante de l'Union européenne s'est rendue il y a quelques semaines à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, pour signer de mirifiques contrats gaziers afin de remplacer le gaz russe. Personnellement, que le gaz qui vient en Europe soit russe ou azerbaïdjanais, je ne vois pas la différence. Les 2 actions, celle de Poutine en Ukraine et celle d'Aliyev au Haut-Karabakh et en Arménie, sont tout aussi condamnables. J'aurais voulu, quand j'ai appris les derniers événements, c'est-à-dire les bombardements de l'Arménie par l'Azerbaïdjan qui ont fait au moins 50 morts du côté arménien, j'avais pensé en faire le sujet de cette émission d'aujourd'hui, mais j'ai eu la nouvelle trop tard et c'était effectivement trop juste pour faire un tel dossier. Mais j'ai pensé que l'histoire tragique de Smyrne avait un lien direct avec ce qui est en train de se passer 100 ans plus tard. Car c'est le même négationnisme, c'est le même nettoyage ethnique qui est à l'œuvre. Rappelons que les Azéris sont des Turcs, que les Azéris font partie de la grande famille turque et que l'Azerbaïdjan bénéficie du soutien inconditionnel de la Turquie. Alors pour terminer, comme promis, je voudrais vous faire écouter, chers amis auditeurs, un chant en langue grecque au sujet de Smyrne, qui a été composé bien sûr après l'incendie et la perte de Smyrne, un chant très nostalgique pour ceux qui comprennent le grec en tout cas. Merci et à la semaine prochaine.